Une ministre en télétravail tandis que de nombreux départements sont en proie aux flammes. La ministre de la Transition écologique, Madame Monique Barbu, était dans sa villa dans le Var, selon une information du Canard confirmée par RTL. Elle ne s'est pas rendue sur place. Ça s'est passé d'abord mercredi 22 juillet. Emmanuel Macron dissuade la ministre de démissionner de son poste alors qu'elle-même avait communiqué qu'elle ne pouvait pas rester dans ce gouvernement qui avait voté la loi d'urgence agricole. D'accord ? Elle communique. Emmanuel Macron la maintient et du mercredi 22 au lundi 27, elle ne rentre que le lundi 27. Elle ne reste pas 24 heures. Elle suit cette crise depuis chez elle. Donc, c'est pas la première fois, c'est une sorte de retour vers le futur. 2003, crise caniculaire dramatique, avec plusieurs milliers de Français qui meurent pendant cet été. Et vous avez Jean-François Mattei, à l'époque, il est ministre de la Santé, et on va reprocher à Jean-François Mattei, à l'époque, on est en 2003, de prendre la parole, là encore, depuis le Var, depuis sa villa dans le Var, alors que la situation est gravissime. Et écoutez, là, il y a la forme, il y a aussi le fond. Et 23 ans plus tard, vous avez les mêmes éléments de langage. Ce n'est pas les mêmes crises, mais finalement, il y a le même fil conducteur. C'est, écoutez, tout a été bien organisé, la situation est inédite, mais il y a eu une organisation claire, nette des services du gouvernement. Écoutez, parce que vraiment, j'avais l'impression que c'était un discours qu'on aurait pu entendre aujourd'hui sur les incendies en Gironde. Jean-François Mattei. On va l'écouter, le ministre de la Santé. On est à Ce que nous avons fait dès le mois de juin, c'est que nous avons organisé beaucoup mieux que l'an dernier la réception des urgences. Nous avons coordonné au niveau de chacune des régions françaises et le nombre de lits fermés a été bien inférieur cet été à l'an dernier. Ce qui fait qu'en principe, nous étions dans une situation meilleure. Évidemment, la canicule est arrivée, cette vague de chaleur, et alors c'est vrai, le gouvernement est préoccupé. Il est attentif, car chaque fois qu'il y a des situations extrêmes, grand froid ou grande chaleur, la vie des personnes les plus fragiles est en danger, et c'est la raison pour laquelle nous avons développé un plan approprié. Des mesures ont été prises immédiatement pour comptabiliser les décès qui pouvaient être rapportés à la chaleur, mais vous savez, il y a souvent une intrication des phénomènes. Ce sont souvent des malades qui ont une maladie chronique, ce sont des gens qui sont fragilisés en fin de vie, et naturellement, la part des choses est difficile à faire. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est anecdotique ou symptomatique? Georges a donné son avis, mais je n'ai pas entendu l'ancien ministre François de Rugy ou encore l'homme d'État, du moins de la fonction, puisque vous étiez sous-préfet, Philippe de Gestas. Quel regard vous portez là-dessus, monsieur le ministre? J'avoue que je ne trouve pas les mots, parce que moi, j'ai été ministre, en effet, de l'écologie. J'ai connu des crises. J'ai connu la crise des Gilets jaunes, j'ai connu une marée noire. Ça ne me serait pas venu à l'idée de partir dans une maison de vacances. Ça ne me serait pas venu à l'idée de dire que j'allais faire du télétravail. Je ne sais pas ce que ça veut dire quand on est ministre, faire du télétravail. Moi, je vous le dis franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a un PC de crise au ministère de l'écologie, sous les toits du ministère de l'écologie. Il y en a un, bien sûr, au ministère de l'Intérieur pour la sécurité civile. Il y a des réunions de crise. Il peut y avoir utilité à aller se rendre compte par soi-même sur place de l'ampleur d'un problème. Quand il y a eu une marée noire au large de la Corse, je me suis c'était un dimanche. Hein, j'ai pas dit que comme c'était un dimanche, je commencerais à me renseigner sur le problème le lundi. J'ai appelé dès le dimanche matin le préfet maritime de la région Méditerranée et j'ai immédiatement envisagé un déplacement sur place pour aller voir les moyens, concrètement, voir l'ampleur d'abord du problème, puis ensuite, évidemment, les moyens déployés par l'État. Et ensuite, je pouvais en parler, y compris lorsque des députés m'interpellaient à l'Assemblée nationale. En tant que ministre, c'est normal. Vous devez rendre des comptes, d'abord aux députés, au Parlement, mais aussi dans les médias et aux citoyens. Et je suis allé aussi ensuite, quand cette petite marée noire, qui était heureusement très limitée, a touché hier, a touché Porquerolles, qui a commencé à avoir une polémique. Je me suis rendu sur place, je suis allé rencontrer les habitants, je suis allé discuter avec eux. Ça me paraît tellement évident quand on est ministre. Et donc, moi, je ne comprends pas. D'ailleurs, je ne comprends même pas que cette démission ait été reprise. Enfin, vous voyez un peu, franchement, le peu de crédibilité du coup qu'il peut y avoir. Je pense qu'on est en pleine contradiction et sur le fond.
et sur le fond, parce qu'il y a, vous l'avez dit aussi, les propos qui ont été tenus sur la climatisation en disant la climatisation ne protège pas les forêts, alors qu'il commençait déjà à y avoir des incendies de forêt. Bah non, c'est pas le but de la climatisation. D'ailleurs, personne n'attend de la climatisation qu'elle protège les forêts, c'est qu'elle protège les humains. Et on revoyait Jean-François Mattei, la climatisation, elle protège les humains en cas de forte chaleur, dans les EHPAD, dans les logements, parce que la forte chaleur tue. Et puis les incendies de forêt, c'est des dégâts massifs. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes parmi les habitants, quand même 4 victimes parmi les pompiers depuis le début de l'été. Et puis évidemment des dégâts par rapport à la nature, par rapport à ces massifs forestiers, par rapport à la faune et à la flore qui sont inédits, d'une ampleur inédite. Donc pour moi, c'est incompréhensible et je pense que je ne sais pas combien de temps ça peut tenir d'ailleurs comme cela, ou alors c'est une forme d'effacement du ministère de l'écologie, ce qui est quand même un problème. Moi, quand j'étais ministre de l'écologie, c'est les pompiers eux-mêmes qui m'avaient dit, que j'étais allé rencontrer avant le début de l'été avec le ministre de l'Intérieur de l'époque pour voir tous les moyens qui sont déployés en France pour la lutte contre l'incendie. Il m'avait dit, vous, le ministre de l'écologie, vous n'êtes pas responsable des pompiers, c'est le ministre de l'Intérieur, mais vous êtes tout ce qu'il y a avant, c'est-à-dire la prévention, et tout ce qu'il y a après, c'est-à-dire la restauration. Donc vous n'avez pas d'explication rationnelle à ce qui est en train de se passer. À part une attitude personnelle. Mais d'ailleurs, moi, j'avais découvert... Madame Barbu, mais pardonnez-moi, normalement, dans un monde normal, une telle situation, vous l'avez dit, la ministre, c'est pas n'importe qui, on ne parle pas d'un ministère qui n'a rien à voir avec la situation. Vous avez dit, la première chose que je fais, c'est que je vais évidemment, je me renseigne et j'organise et je vais sur le terrain. Bon, dans un monde normal, une telle situation, le Premier ministre, il l'appelle, il lui dit, écoute, Monique, t'es très gentille là, mais ton week-end à Sainte-Maxime, c'est terminé. La Gironde est en train de brûler et lundi, tu es avec nous ou mardi, tu es avec nous et puis ensuite, tu vas rester toute la semaine, peut-être, au plus près des Girondins. C'est ça c'est pour ça que je vous pose la question. Peut-être que j'imagine... non, mais vous avez été ministre, donc moi, je vous demande, je n'ai jamais été ministre, mais le Français, le commun des mortels, il se dit c'est comme ça que ça se passe. Ou alors vous ne servez à rien. Vous voyez ce que je veux dire, pardonnez-moi. Je peux vous dire que quand j'étais ministre, j'ai eu aussi à gérer un accident très grave lors d'une tempête où 3 sauveteurs en mer ont péri. J'ai immédiatement dit au Premier ministre, on était dans une réunion, on était en pleine réunion, on apprend ça en pleine réunion, j'ai immédiatement dit au Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, j'ai dit, moi je vais me rendre sur place, et il m'a dit, évidemment, quitte la réunion immédiatement, et on déploie des moyens pour être aux côtés des sauveteurs en mer. Elle était avec Emmanuel Macron mardi, lorsque Emmanuel Macron s'est déplacé? Non. Elle n'était pas dans le voyage. Elle n'était pas dans le voyage. Il y avait Nunez, je vous assure. Il y avait Laurent Nunez qui était là. Mais pour donner une explication, je pense qu'elle ne s'est même pas rendue compte de la déconnexion totale, parce que l'entourage de la ministre nous fait savoir qu'elle ne voyait pas le problème, à suivre de très près. Mais c'est la Startup Nation. La crise depuis le télétravail. Le télétravail. Et l'autre explication. Full TT. Ce que disent les start-upers. Oui, je suis en full TT. Mais comme dit M. de Rugy, je souscris. Le télétravail en tant que ministre, c'est pas loin d'être un oxymore. Ça n'existe presque pas. Non, et la raison politique, c'est tout simplement que le Premier ministre n'a plus la main sur de nombreux ministères, le ministère de l'écologie, le ministère de l'Intérieur, le Quai d'Orsay, c'est le président de la République qui décide, c'est le président de la République qui n'a pas voulu qu'elle parte parce qu'il ne voulait pas que son bilan écologique soit entaché après le fiasco de Nicolas Hulot, parce qu'elle est un symbole pour certaines associations idéologiquement, et donc il voulait qu'elle reste pour que son quinquennat, son double quinquennat ne soit pas encore entaché avec des ministres de l'écologie qui changeaient tous les 6 mois. Ça, c'est la raison politique profonde. Et Sébastien Lecornu, il fait comme il peut, et il essaye tant bien que mal, pour pas se voiler la face, de lui donner des devoirs de vacances, parce qu'elle est en télétravail. Il lui donne des devoirs de vacances et il lui dit, dans ce cas-là, il faut accélérer sur le plan d'adaptation. C'est horrible comme formule, les devoirs de vacances. Je vous propose de réécouter justement Monique Barbu, qui, au moment de cette sortie, aurait dû, le soir même, quitter, faire ses valises et quitter le gouvernement. On est en pleine crise de la caniculaire. Vous avez les hommes politiques de tous bords d'ailleurs qui disent quoi ? Dans les établissements publics, il faut un vaste plan de climatisation. Il faut un vaste plan parce que dans une école, il faut pouvoir avoir des espaces climatisés, dans des hôpitaux, mais c'est le bon sens. Et même dans les logements. Et dans les logements. Alors, écoutez, rappelez-vous de ce que dit Monique Barbu, et écoutez, tendez l'oreille parce que la hiérarchie qu'elle va faire est essentielle. Elle ne pense pas du tout aux personnes fragiles. Elle ne pense pas du tout aux enfants ou aux seniors sur cette séquence, du moins dans sa hiérarchie des priorités.
Je suis horrifiée par les gens qui me disent « Ah, mais il n'y a qu'à mettre la clim partout. » Très bien, on va mettre la clim partout. Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt ? Vous croyez que ça va éviter une culture de ne pas exister? Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons? Vous croyez que ça va éviter quoi? Rien. Rien. Ça, ce n'est pas de l'adaptation. Ça, c'est une mesure d'urgence, peut-être, qu'on peut prendre. Il faut forcément, bien évidemment, que les gens ne suffoquent pas. On est bien d'accord. Mais ce n'est pas de l'adaptation au changement climatique. 26 juin dernier, et un mois plus tard, on apprend que Mme Monique Barbu, quand il y a l'incendie qui commence en Gironde, elle est dans sa villa dans le Var. Mais en fait, on a des ministres symboles. En fait, comment mieux démontrer qu'on ne sert à rien? D'abord, son argument, c'est de dire la ministre suit. Mais moi, j'attends pas d'un ministre qui suive les événements. J'attends des ministres qui soient aux commandes, non pas de l'événement, mais de la gestion de l'événement. Moi, qu'elle soit devant sa télévision et écouter ce qui se passe, si c'est CNews, tant mieux, ou Europe 1, mais enfin, bon, c'est pas ce qu'on lui demande en tant que ministre. Et puis ensuite, on a cette justification à travers. Mais tout est organisé, il y a des mesures, des processus, une organisation. Mais c'est totalement désincarné. Un ministre est là pour incarner une politique, et incarner et agir pour répondre aux besoins des Français. Et donc, en fait, il y a également la question du respect. Quand un ministre se déplace sur le terrain pour aller voir ce qui se passe, c'est pas uniquement pour se rendre compte à titre personnel, c'est aussi pour marquer de la considération pour ceux qui sont en charge de lutter. Et quand en plus c'est au péril de sa vie, c'est d'autant plus nécessaire. Plusieurs fois, nos camarades sapeurs-pompiers l'ont rappelé. Et donc, on a à la fois un manque de respect pour les gens qui sont sur le terrain, on a une désincarnation complète, et donc la démonstration que, en tout cas dans le cas de Mme Barbu, puisqu'elle le revendique quasiment sans faire exprès, elle est absolument inutile. Écoutez, en tous les cas, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que tout le monde, tous les médias ont l'information, elle a été relayée, je le disais, par le Canard, ensuite par RTL, personne n'en parle. Très peu. Il ne faut surtout pas évoquer ces sujets en ce moment. Je vous propose qu'on aille sur le terrain, justement, voir Nicolas Roger, qui est notre journaliste, qui est présent depuis Lacanau. Voilà les images qu'on a envie de voir également. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est anecdotique dans la séquence gravissime qu'on vit? Je ne suis pas sûr que Monique Barbu, si elle vient voir les agriculteurs, si elle vient voir les gens qui sont actuellement en train à pied d'œuvre, si elle y va aujourd'hui, pas de question, je suis pas sûr qu'elle reçoive un accueil très favorable. Nicolas Roger, merci, on vous entend, cher Nicolas, et vous êtes donc à Lacanau avec des élus qui eux aussi se mobilisent visiblement, Nicolas. Oui, exactement. Vous voyez sur ces images les cubes d'eau qui se remplissent, une tonne d'eau dans ce cube-là, une deuxième tonne d'eau dans l'autre cube qui se remplissent. Voilà, c'est les habitants, les 6000 habitants ici de Lacanau qui se mobilisent pour justement aider les pompiers et pour parfois eux-mêmes éteindre les fumerolles sur le bord de la route. Vous l'avez dit, nous sommes avec un élu local. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est mise en place justement cette mobilisation citoyenne ? Cette mise en place s'est fait assez naturellement par un élan de solidarité des Canolais présents et également qui ont vu l'appel des agriculteurs pour venir soutenir les pompiers sur place. Et alors on sait qu'il y a des habitants aussi qui ne veulent pas inquiéter leur famille parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et on voulait faire un point clair avec vous. À quel point Lacanau est menacé, où sont les feux, comment est-ce qu'ils sont proches, est-ce que les flammes sont proches d'ici, est-ce que vous pouvez expliquer, faire un point précis sur la situation ici? Oui, aujourd'hui les flammes sont plutôt au sud du lac de Lacanau, entre la passe de l'Esquirotte et la passe de Sokonos. Nous les maintenons vraiment vigilantes en point chaud avec des équipes de ravitailleurs, comme vous pouvez voir derrière moi, qui vont alimenter des pick-up qui, eux, s'aventurent plus loin dans les bois. Et les pompiers également sont en soutien là-bas. Et nous avons un autre point très chaud sur la D6 au niveau de la Girauderie, puisque le feu, a priori, commence à passer de l'autre côté. Et là, nous sommes en soutien avec des grosses tonnes agricoles pour venir inonder les bords et un soutien du SDIS et de nos ravitailleurs pour arrêter les feux et éviter que le feu passe vers Brache ou Hourtin. Ça fait déjà des jours et des jours entiers que ici les gens s'activent. Quel est l'état d'esprit? Est-ce que vous voyez le bout du tunnel? Comment vous percevez l'avenir à court terme? À court terme, l'objectif est de rester vigilant
pour éviter toute reprise. Un travail considérable a été mené par les services de la mairie pour protéger la ville de Lacanau en créant des tranchées, c'est-à-dire en un véritable périphérique qui entoure la ville pour protéger les habitations. Maintenant, nous essayons de contenir le feu autour de Lacanau pour éviter qu'il aille endommager éventuellement d'autres communes de proximité. Voilà, et vous le voyez encore, cette mobilisation qui continue. Elle a continué toute la nuit jusqu'à 5 h. Il y a eu une petite pause entre 5 h et 5 h 30, puis ça a repris toute la nuit, ça a continué, ça va encore continuer toute la journée. Merci beaucoup, monsieur. Merci Nicolas Roger pour le témoignage donc, de cet élu qui pilote le travail de tous ces bénévoles. J'aimerais qu'on puisse recenser un jour le nombre de bénévoles qui ont participé à cette lutte contre les flammes en Gironde. On arrive à recenser pas mal de choses en France. Si on pouvait quand même savoir, pour ensuite, pourquoi pas décorer ces gens à la rentrée, enfin, c'est magnifique ce qu'on est en train de voir. Il y a déjà 4% de pompiers qui sont bénévoles. Revenons sur le sujet politique, parce que c'est très important, le niveau de déconnexion. Et les Français ne sont pas dupes. Nicolas, hier, par exemple, Nicolas Roger, notre journaliste que vous avez entendu, il était dans une sorte de parc d'exposition à Gujan-Mestras, donc à côté de Bordeaux, où il a pu interpeller les sinistrés. Et vous avez un sinistré qui s'appelle Bernard, pardonnez-moi. Et Bernard, si vous voulez, il résume le monde qui sépare la Macronie de la France enracinée girondine. Écoutez. Je suis très en colère parce que, si vous voulez, ce que j'aimerais, c'est que nos dirigeants viennent passer une nuit ici ou une journée pour se rendre compte ce que c'est que la vraie vie et les vrais gens. Et la France. Nous sommes dirigés par des gens qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais travaillé. Et voilà, c'est tout. Voilà pourquoi je suis en colère. Et si le président, justement, venait ici sur place, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Ce que j'aimerais lui dire, c'est qu'il arrête de gaspiller notre argent. Voilà, qu'il se rende compte que l'argent, la France se gère comme une famille et on ne doit pas gaspiller, on ne doit pas dépenser 1,5 milliard ou 1,4 milliard pour assainir la Seine, pour avoir 3 pimpins qui vont se baigner, et pour faire le buzz. On ferait mieux d'acheter des Canadair pour protéger notre région. Vous imaginez, c'est tellement bien résumé. La France doit se gérer comme une famille. Oui. Est-ce qu'on a un père de famille aujourd'hui? Un bon père? Non, mais même, c'est presque philosophique. La notion du père, elle s'est effondrée dans notre société. Le père de famille. Est-ce qu'on a un père de famille? Est-ce que Madame Barbu, elle gère son ministère comme une mère de famille depuis sa villa dans le Var? C'est très intéressant. Son budget, ne serait-ce que le budget de la famille. Ah oui, non, c'est sûr que ça changerait effectivement la donne. Maxime. Aujourd'hui, en tout cas, on a un État qui a failli, qui est en état de déliquescence et qui tient grâce à une solidarité incroyable de ces inconnus, de ces kidams qui viennent faire le travail de l'État. Il faut bien comprendre que la France, c'est un pays très particulier. L'État a fait la nation. On a cette tradition centralisatrice, jacobine, où ce qu'attendent les citoyens de la part de l'État et du pacte qui a été formulé, il est primordial. Quand vous avez un État qui faillit à ce point, qui n'a pas anticipé, qui n'a pas développé les moyens, qui a retardé, etc., vous avez les citoyens qui prennent le relais. Mais c'est gravissime, évidemment, c'est gravissime. Philippe Carrère est avec nous. Carrère, pardonnez-moi, il est propriétaire forestier, il est sylviculteur. Un sylviculteur, je le précise, c'est un professionnel qui gère, entretient, cultive les forêts. Merci d'être avec nous, Philippe Carrère. Vous souhaitiez réagir, vous m'avez interpellé notamment hier en entendant les appels au bon sens paysan. Est-ce que... D'ailleurs, et on va commencer par cela, puisqu'on en parlait il y a un instant, Monique Barbu est finalement l'antithèse du bon sens paysan en restant dans le Var pendant que votre forêt brûle. Bonjour Elliot. Oui, alors tout d'abord, moi, je viens en complément de ce qu'a dit Bruno Lafont, puisque c'est moi qui ai rédigé le bon sens paysan en 2019, le 27 mai 2019, document que j'avais envoyé à l'État, à la préfecture,
au SDIS et à Bruno Lafont, qui était président du CISO de la fédération. Oui, et document qui s'appuyait sur 4 ans de synthèse depuis 2015. Et j'avais prédit malheureusement qu'une catastrophe, un incendie majeur allait se mettre en place. Oui, moi j'attends plus rien de Madame de cette ministre, si vous voulez, pour être clair. Je pense que c'est par la proximité qu'on va se sauver. Je trouve fabuleux toutes ces personnes-là qui donnent de leur temps, de leur argent, qui viennent en solidarité, qui arrivent des 4 coins du sud-ouest ou même de plus loin pour nous aider, pour nous sauver. Philippe Carrère, quand vous voyez ces images de cette forêt, là on est à Blagon, en Gironde bien sûr, on voit ce paysage apocalyptique, c'est nos équipes qui nous proposent cette image en direct. Vous en pensez quoi? Enfin, quel sentiment prédomine quand vous voyez ces images, Philippe? Alors, moi, à titre personnel, il est bon de vous rappeler qu'en 2022, j'ai perdu 308 hectares de propriété, dont je suis en deuil vis-à-vis de ces pins. J'ai une pensée pour les propriétaires forestiers qui ont tout perdu, puisque un pin, le plus court des cycles, c'est 40 ans. Mais j'ai aussi une pensée pour les personnes qui ont perdu leur maison, et j'ai aussi une pensée pour ces 2 pompiers qui sont décédés, et j'ai une pensée pour leur famille. Donc, si vous voulez, moi, je suis en deuil, voilà. Je peux résumer la situation. Je suis en deuil parce que malheureusement, des fois, oui, on centralise trop. J'en veux à certains administratifs qui, malheureusement, de façon trop lointaine, nous imposent des choses. Il y a une administration qui fonctionne bien, l'administration de terrain. Il faut davantage l'écouter, lui donner de la parole. Quand je vois qu'il arrive des directives qui sont trop lointaines, qui sont purement urbaines, il faut que la campagne soit écoutée et entendue, et il faut que la décision se joue à l'échelon de la ruralité. Il faut arrêter que ça soit centralisé systématiquement par des personnes qui n'ont jamais foutu les pieds dans les bottes. Vous savez, moi, dans ma vie, j'ai usé davantage de bottes que de chaussures. Je vous le dis. J'ai 20 000 heures de conduite en forêt. Moi, quand je vois des pompiers qui vont au combat, qui vont à la lutte, et qui ont des interventions, qui ont quasi 99,5% de leur intervention, c'est dans les milieux des secours à personnes et tout ce qui s'ensuit. Je dis bravo, mais on les met en danger parce que ces gens-là, ils ne connaissent pas forcément le milieu forestier, qui est un milieu hostile. Et c'est un milieu qu'il faut arriver, si vous voulez, à lutter avec efficacité. Et dans mon rapport, je fais ressortir notamment que par le passé, on avait très peu de moyens, mais on luttait par la connaissance du milieu. Et que maintenant, on a beaucoup de moyens, mais il manque une formation de ces pompiers qui donnent de leur temps, qui donnent toute leur énergie. Je les ai vus épuisés, mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'ils ont parfois une méconnaissance du milieu et ils peuvent se mettre en danger. C'est ça qui me révolte. Après, j'attends plus rien de personne. Moi, je suis pas là pour combattre. Je suis pas là pour couper des têtes. Moi, si vous voulez, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que tout le monde prenne conscience qu'on est près d'une catastrophe. Et la première des victimes, c'est le pin maritime. Le pin maritime, il a créé notre richesse ici. C'est 34 000 emplois. Il y a de l'industrie. Cette industrie, c'est l'industrie lourde. Il y a des industriels. On en a besoin, des industriels. Comment voulez-vous qu'il y ait d'investissement forestier maintenant, lorsqu'on dit à longueur de journée, dans les médias, avec des pseudo-experts, comme quoi la forêt n'a plus d'avenir. Le pin des Landes est une torche. Ce n'est pas vrai. Avant le pin des Landes, on avait la misère chez nous. On avait la misère. Philippe Carrère, oui, tout ce que vous dites est absolument passionnant et on sent que, si vous voulez, c'est un homme qui connaît chaque parcelle de cette forêt qui nous parle. La question, c'est de savoir si désormais, il y a, face à cet effet de sidération, qui nous impose évidemment beaucoup d'humilité, beaucoup de calme, de sérénité, mais on sent aussi toute la colère qui est en train de monter. Et puis en politique, il y a aussi la question de la responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que l'État a une responsabilité dans ce qui n'a pas été fait et ce qui n'a pas été proposé ? Alors, je pense que l'État a une responsabilité dans la formation. Les moyens, l'État les a mis. Depuis 2022, on a vu arriver des camions. Les Canadair, bon, le président de la République, il se fait un petit peu emballer, il le fait régulièrement. Il nous a promis des Canadair, qu'on le sait très bien, ils n'étaient pas encore, il n'y avait même pas la chaîne de fabrication. Mais je pense qu'il est urgent d'avoir des crédits pour la formation. Et je vais vous en donner un exemple précis. Avec un chef de groupement de mon secteur,
nous avons organisé des rencontres avec ces officiers et nous avons, au mois de mars, nous avons travaillé main dans la main, je leur ai présenté la forêt landaise, comme je la vois, comme je la vis, en leur expliquant que dans mon sang, oui, il y avait du sang, mais il y avait de la résine. Et donc, si vous voulez, ce sont devenus des gens, des interlocuteurs avec qui je mène régulièrement des moments d'échange, de partage. Je comprends leur inquiétude. Et je leur parle, moi, de ma profession de sylviculteur, qui est une profession qui est complètement méconnue. Le syndicat des sylviculteurs fait un travail remarquable en ce sens. J'ai vu dernièrement leur lettre de communication. Il faut comprendre que nous ne pouvons pas être à la fois les victimes, puisque nos forêts brûlent, et les mises en cause. C'est hors de question. Donc les pouvoirs publics, les hautes sphères, il va falloir que vous me foutez les pieds dans les bottes et que vous venez sur le terrain, nous rencontrer, faire des vrais retours d'expérience et que vous formiez au plus vite, au plus proche de la terre, que vous formiez des personnels pour lutter avec efficacité. Eh ben, merci pour votre témoignage, Philippe Carrère, propriétaire forestier et sylviculteur. On garde ces deux images depuis la Porge et depuis le Porge, et depuis Blagon. Cette image, ce paysage effectivement apocalyptique à droite, proposé notamment par nos équipes sur place, en sachant, et c'est un pompier qui avait dit ça, vous vous rendez compte, on est la 7e puissance mondiale et on en vient à implorer la pluie. Il s'avère qu'il y a quelques instants, du côté de Blagon, il y a eu une averse. Donc on en vient à implorer la pluie. On avait sous-estimé la solidarité et la puissance du peuple français qui peut se rassembler sans attendre d'avoir la permission de tel ou tel préfet, avec tout le respect qu'il faut avoir bien sûr pour les préfets et les sous-préfets. Et je regarde Philippe de Gestas, mais qui s'est mobilisé d'un seul homme pour aider les pompiers. Il est 9h57 et je donne le micro d'Europe 1